Yes, we can. ¡Que viva el pueblo corso! ¡Que viva el corso! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes au bon endroit, au bon moment sur France 3 via Astel pour l'émission Pendant le 20h. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Alors, comme à l'accoutumée, on a parlé de beaucoup de choses dans notre émission. Allons-y. Nous allons donc revenir sur le documentaire Pozzo di Borgo, à l'ombre des empereurs, en compagnie d'André Waxman, producteur. Et puis nous allons parler BD. Permet-elle toutes les expressions? Pour y répondre, nous recevions Frédéric Ferdelson, dessinateur-éditeur, ainsi que Fabrice Sorlin, également dessinateur. On va aussi parler art et design. Est-ce que le mariage est possible? Et ensuite, est-ce que la création corse va rester prisonnière de ses clichés? On regarde? Oui, volontiers. On y va. Bonsoir, André Waxman, pardon. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, malheureusement, Tania ne pouvait pas être là. On va parler tout de suite, d'ailleurs, D'accord. de la réalisatrice. Okay. Alors, est-ce que c'est parce que Charles-André Pozzo di Borgo est finalement le moins connu, le méconnu des grandes figures corses que vous avez décidé d'accompagner Tania Rachmanova dans son entreprise? C'est jamais exactement comme ça. Non, en fait, il faut savoir déjà qui est Tania. Bon, c'est une réalisatrice russe qui vit à Paris depuis longtemps, qui a travaillé pour toutes les grandes chaînes, que ce soit le BBC, PBS aux États-Unis, Arte, France 3, France 2, etc. Et elle a travaillé aussi pour France 3 Corse. Bon. C'est peut-être certainement la seule réalisatrice russe qui a fait un film sur Canta Popolo Corso, que j'ai produit également, sur le Rion, le fameux bateau. J'ai oublié déjà comment ça s'appelait, le film, parce que, vous savez, ça change tout le temps, les titres de films. Et justement, c'est Jean Maïboroda, qui était dans l'association des gens des descendants de Rion, qui a parlé à Tania de Pozzo. Bon, Tania, pourquoi elle était vraiment la personne idéale? Et j'oubliais, elle a fait aussi un film pour la BBC sur la Corse. Donc, une réalisatrice russe qui connaît assez bien la Corse. Et évidemment, elle parle le russe, elle connaît la Russie. Et comme une grande partie des archives se trouvait à Moscou, et comme en plus, c'est pas facile de travailler dans les archives en Russie, même si vous êtes russe. Donc vraiment, je pense que sur Terre, il n'y avait pas une autre réalisatrice qui avait tout ce qu'il fallait pour faire un bon film. Bonne réalisatrice, parlant russe, introduction et connaissant la Corse. Elle était toute désignée. Toute désignée. Pour et comme en plus, documentaire. elle avait eu la chance de travailler avec moi dans le passé, donc on était l'équipe parfaite, quoi. Très bien. Alors, le documentaire qui sera diffusé ce vendredi sur France 3 Corse via Astel à 20h35 revient sur la vie et la carrière de Charles-André Pozzo di Borgo. Donc, fils de berger, noble, sans le sou, diplomate, qui finit ambassadeur de Russie à Paris et à Londres, et surtout ennemi intime de Napoléon. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite un petit extrait. Dans cette maison d'Ajaccio, Pozzo sait ce qu'il se passe. On prétend que la mère de Napoléon, Laetitia, aurait eu une liaison avec le gouverneur de Corse, Marbeuf, et Pozzo peut le savoir parce qu'il habite la maison. Ils vont tous les deux se tenir à vie parce que Napoléon a peur que l'on dise que sa mère était une femme infidèle et Pozzo a peur que Napoléon dise qu'il était gratuitement logé chez les Bonaparte en échange des produits de la terre, les fromages, le cabri, et que son père était un berger noble, mais un berger tout de même. Alors André Waxman, cette rivalité, elle remonte à loin, dès l'enfance, en fait, entre les deux hommes. Oui, absolument. Mais comme je ne suis pas un expert sur ça, je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Par contre, je peux vous dire, si vous voulez savoir pourquoi j'ai produit le film. Oui, bien sûr. Il y a une raison très profonde. C'est que pour moi, était extraordinaire dans cette histoire de Pozzo, en dehors du fait qu'il était ambassadeur de Russie pendant 22 ans, ce qui est le record absolu. Dans l'ambassade de Russie, c'est bien marqué. Ambassadeur de Russie en gardant la nationalité française. Enfin, en tout cas, ne prenant pas la nationalité russe. Non, absolument. Bon, il faut savoir qu'à la cour de Russie, on parlait français. Mais bon, c'est pas une raison. Il était quand même... Après, il est devenu ambassadeur de Russie en Angleterre. Donc vraiment...
Non, mais pour moi, ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'à l'époque, ce qui comptait, c'était soit le talent, soit l'argent, soit les deux. Il n'y avait pas de passeport. Il était le premier Européen. Un des premiers. Bon, exactement. Le tout premier, à fait. c'est difficile. Il n'y a jamais le premier, mais était parmi les premiers Européens. C'est-à-dire un berger qui parlait même pas le français au départ, qui devient ambassadeur de Russie, en France. C'est délirant qu'on y pense. Aujourd'hui, c'est même pas imaginable. Je veux dire, aujourd'hui, ce serait un délire complet, quelqu'un qui imagine une chose pareille. Et à l'époque, c'était possible. Autre chose qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui, dans le parcours de Pozzo di Borgo, c'est le rapport à Pascal Paoli. Tous les deux, Napoléon Bonaparte et Charles-André Pozzo di Borgo, admirent énormément Pascal Paoli, mais Paoli décide de propulser Pozzo di Borgo en politique. Il le fait élire, et quand il est élu à l'Assemblée nationale d'alors, on regarde tout de suite les conditions de ses premiers pas dans cette Assemblée nationale. Paoli revient en Corse et il accorde toutes ses faveurs à Pozzo di Borgo. Et donc Paoli va pousser sur une rampe de lancement le jeune Carlo Andrea, et ceci l'amène à être élu député à l'Assemblée législative à Paris, où il ne parle pas un mot de français. Il va apprendre le français sur le tas à l'Assemblée, et il est tellement brillant qu'il apprend très vite, et il entre au comité diplomatique de l'Assemblée nationale. Alors peut-on imaginer aujourd'hui un député, un homme politique être élu d'abord, puis s'exprimer ensuite dans une enceinte nationale, dans sa langue natale, qui serait une langue minoritaire ou régionale? On en doute. Est-ce une envie de liberté, voire d'indépendance, qui vous a poussé à créer votre propre maison d'édition? Alors, il y a forcément une idée de liberté là-dedans. De toute façon, il y a une idée de liberté dans la création à un moment donné, voire un acte de résistance à un moment donné. Et c'est surtout, à un moment donné, le manque de support, de médium qui nous a poussé à vouloir exprimer certaines libertés, peut-être à travers notre art. Et la bande dessinée, oui, comme le cinéma, traite de ces choses-là. Et ensuite, on est plutôt, au départ, dans une ligne éditoriale satirique. Et Dieu sait si aujourd'hui, la question de liberté sur telle ou telle question est importante. Bon, aborder la question comme ça par la liberté, j'aime beaucoup. Dans le dernier Pétrouzante, le tome 7, Le réveil du Prisout, j'ai mis une phrase de Victor Hugo, justement, dedans. Je mets toujours une petite citation qui me parle. Alors, ça peut être Victor Hugo, mais ça peut être aussi l'Afrique, un conteur africain. Et c'était sur la liberté. Donc, je trouve ça rigolo, justement, de parler de ça. Et justement, Victor Hugo dit que la liberté commence là où s'arrête l'ignorance. Et je pense que dans le cinéma ou dans la bande dessinée, il y a une idée éducative, sans prétention, entre guillemets, à un moment donné, et qui peut permettre certaines libertés. Et dans la bande dessinée, certains auteurs, justement, travaillent sur ces thèmes-là de la liberté. Fabrice, vous, votre personnage, c'est Razorback, le sanglier le plus malchanceux de la BD. Oui. Présentez-nous ce personnage. Et, alors, est-ce que vous êtes venu à la BD par Razorback? Ah non, pas du tout. J'ai fait beaucoup de BD, bien sûr, qui n'ont pas été édités. Beaucoup d'horreur, hein, avant d'arriver à faire quelque chose de bien. Enfin, je pense que quelque chose de potable, je dirais. Parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait de son travail. On essaie de faire le mieux possible. Et donc, pour Razorback, bon, c'est le sanglier le plus malchanceux de l'île. Il est poursuivi par une famille de chasseurs, mais pas que ça. Il lui arrive beaucoup de mésaventures au long des 6 albums. Oui, il meurt régulièrement. Je crois près de 200 fois en un tome. C'est beaucoup quand même. Voilà, on a dépassé presque les 200 là. Donc, mais il va continuer, bien sûr, jusqu'à, j'espère, arriver à s'en sortir. Le tome 6, c'est ça? Vous êtes au tome 6? Là, je travaille sur le tome 7, qui sortira l'année prochaine. Qu'est-ce que ça nous réserve comme surprise? Il va y avoir des nouveaux personnages, comme à chaque album. Ceux-là, ils ne viendront pas d'un village, d'une ville. Ils vont venir d'une autre planète, justement. Et il y aura des nouvelles aventures
avec ça, quoi. Parlant de diversité, vous nous disiez que Corsica Comics Édition allait s'ouvrir. Donc, oui, tout à fait. Alors on peut peut-être citer les autres auteurs. Il existe des auteurs qui sont capables de s'exprimer pour faire simple, dans les deux catégories. Nous, voilà, chez Corsica Comics, aujourd'hui, on avait une grosse ligne éditoriale gros nez, comme on dit dans la profession, caricaturiste, satirique, avec donc le Pétrouzante, le Razorback. Il était une fois le clan que j'avais créé en 2008, redessiné par le dessinateur Gaspard, et le Petit Doumé de Nino. Donc, et puis, à un moment donné, on a aussi d'autres personnes sur le territoire qui ont des identités graphiques qui sont totalement différentes et qui permettent une expression autre. Et on a eu Serge Miguel avec le premier tome de Corsis. On a ouvert une collection exprès Horizon Graphique pour ça. Et de plus en plus de monde, de toute façon, que ce soit dans l'humour ou dans le réalisme ou dans le cinématographique, nous contactent. Et dernièrement, donc, un projet s'est fait avec la dessinatrice d'Hergy et le scénariste Nicolas Antona pour un polar qui s'appelle Le Fleuriste, qu'on aimerait bien sortir chez Corsica Comics. On a comme nouveauté cette année, donc chez Corsica Comics, dans la veine Mad in Corse, qui est fou en Corse, référence au magazine Mad Underground, la sortie nouvelle d'une sorte de spin-off Il était une fois le clan, donc dessiné par Gaspard, et on aimerait bien avoir aussi un autre top. On a une série qu'on va développer où Fabrice Orlin, dessinateur du Razorback, est le scénariste, et un nouveau dessinateur, Frédé, va dessiner cette nouvelle série, c'est les aventures du docteur Strapakatsu, qui se déroule il y a 8000 ans. Donc il y a 8000 ans, les premiers pas de la médecine. Donc vous imaginez à l'époque du chasseur-cueilleur, pas encore bien passé au néolithique, le niveau de la médecine et les situations qui prêtent à rire. Le tout est écrit par Fabrice qui a l'habitude de travailler sur le Razorback. Et tout ça, on le retrouve voilà. sur le site internet. Vous avez le site, vous avez les pages Facebook. Il y a un message qui sous-tend votre œuvre artistique. Elle n'est pas qu'artistique. Oui, voilà. Il y a une utilité. Il y a une utilité, il y a un message, bien sûr. Ce travail sur l'image, cette façon de les sculpter, la privation des yeux, la notion de sacrifice, la réflexion de l'image au sens propre comme au sens figuré, la réflexion, en fait, je joue avec la réflexion, je joue avec le mot réflexion, la réflexion de l'image sur l'œuvre qui induit à la réflexion mentale derrière, je l'espère en tout cas. Donc tout ce processus fait partie intégrante de ma démarche. Vous avez été inspiré par des sculpteurs, des créateurs comme le français Orlinski. Peut-être pas Orlinski, mais il est très connu, il est incontournable. Pour mon cas, l'inspiration est peut-être plus lointaine. Je pense notamment au sculpteur François Pompon, le sculpteur du début du XXe siècle, qui avait cette particularité justement de vouloir gommer les détails, un maximum de détails sur l'œuvre, mais sans pour autant la priver d'émotion. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ma quête, c'est justement cette recherche aussi, cette volonté de sculpter et de pas non plus tomber dans quelque chose d'hyper réaliste, parce que je ne cherche pas à faire une sculpture qui soit ultra réaliste, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est justement de susciter, d'arriver à créer une émotion au travers de quelque chose qui se veut lisse. Voilà. Une émotion, un intérêt, oui. Marcel. Voilà. Moi, c'est le choix de la couleur qui m'interpelle. Oui. Parce que je sais qu'en BD, quand on fait une BD en noir et blanc, c'est un choix et on n'aborde pas de la même manière que si on allait faire une BD en couleur. Est-ce qu'il se passe la même chose pour vous quand vous sculptez ? C'est un peu le cas, oui, on n'aborde pas l'œuvre de la même façon selon qu'elle va être faite pour être colorée ou non, justement quand il s'agit de réflexion de l'image dessus, puisque le noir n'est pas anodin. Hein. Le noir, c'est la couleur qu'on retrouve sous le miroir, c'est la plus à même de nous refléter, et elle a pour particularité de refléter le moindre défaut. Et devant ces sculptures, qui elles-mêmes ont leurs propres défauts, puisque personne n'est parfait, mais le défaut, celui que moi j'essaye de mettre en avant, c'est l'homme. Donc justement, j'espère, au travers de cette réflexion, on va se voir dans l'œuvre. On voit le défaut, c'est nous. Au travers.
c'est ce que j'essaye d'induire. C'est une exhortation à l'acuité, quelque part, comme je le dis dans ma démarche. Le but, c'est de se mettre à réfléchir comme moi j'ai pu le faire à propos de leur existence, de ce qu'on leur fait endurer et de leur avenir, tout simplement. Mais il s'agit aussi bien d'une autre dont on parle. Donc, c'est important. Comment choisissez-vous vos sujets, vos modèles? Pourquoi l'ours? Pourquoi le lion plutôt que autre Malheureusement, la liste est exhaustive. Donc, elle est très longue. Je n'aurai pas assez peut-être d'une vie pour les sculpter tous, en tout cas dans les conditions dans lesquelles je le fais actuellement. Mais l'intérêt, il est aussi lié à la façon dont l'œuvre va être appréhendée par le public. Donc il faut malheureusement faire une sélection de ce qu'on estimera peut-être le plus enclin, le plus à même de véhiculer le message. Donc il y a peut-être ceux qui nous sont le plus familiers en premier. Mais qui vont toucher le plus grand nombre. Ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait réellement faire, dans le sens où il y a d'autres animaux qui sont peut-être plus en danger, mais pour aider à véhiculer le message, afin que ces sujets soient un bon vecteur, il faut peut-être commencer par ceux qui nous sont le plus familiers. Alors, vous parliez de lumière. S'agissant des matériaux, est-ce que à partir de quels matériaux vous créez? Est-ce que vous fabriquez vous-même vos composites? Comment se passe le processus de création, de fabrication? Alors, pour les versions monumentales, bien entendu, après avoir travaillé sur plusieurs types de matériaux, j'ai choisi de porter mon choix sur les matériaux composites, justement, qui ont la particularité d'apporter un compromis très intéressant, un compromis entre la légèreté et la pérennité de l'œuvre. Donc on a des volumes très importants qui permettent d'avoir des définitions haut de gamme, mais avec un poids revu au minimum. C'est-à-dire on vous voit, excusez-moi, on vous voit à l'œuvre. Voilà, là c'est la toute première étape, c'est la taille dans la masse. C'est-à-dire qu'elle a été dégrossie et maintenant je l'affine petit à petit. Et la masse, donc, c'est La masse de départ est un cube, en fait. C'est un cube. Je sculpte dans des mousses spéciales de sculpture qui sont des matériaux à très faible densité. Ils sont très légers, mais ils n'ont pas cette faculté justement d'être pérennes. Donc il faut leur apporter la pérennité derrière, d'où la stratification avec les matériaux composites, fibres de verre, résine époxy. L'accumulation de ces strates va leur apporter une résistance similaire, voire supérieure à l'acier. Mais avec un poids relativement léger, puisque à taille égale, une des plus grandes sculptures en bronze devrait peser dans les 5 à 600 kg. On est sur un poids de l'ordre de 25 kg. Ah oui, d'accord. C'est pas négligeable en termes de logistique aussi. Isabelle Vincent-Isrea, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si je vous dis Figatel, Napoléon Bonaparte, Pascal Paoli, vous me répondez évidemment la Corse. Mais doit-on grossir le trait jusqu'à la caricature pour répondre à une demande qui n'en demande pas tant? Telle est la question. Isabelle, je vous la pose. Peut-on créer autrement sur des symboles insulaires, en l'occurrence? J'espère, c'est ce que j'essaye de faire, en règle générale, et puis créer aussi en sortant de ces symboles. Vincent, pour vous? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est naturel de vouloir utiliser des symboles avec lesquels on a grandi, avec lesquels on vit tous les jours, mais qu'il ne faudrait pas qu'on s'enferme là-dedans, en fait. Parce que personne ne nous y oblige, déjà, de base, et puis aussi parce que l'art, la création, c'est intéressant aussi quand c'est un peu universel. Il faut casser ces codes, les sortir du cadre. Les casser peut-être parfois, peut-être les revisiter. Je pense surtout en fait qu'il faut essayer de se poser la question à chaque fois qu'on s'apprête à écrire un livre, à écrire un film, à écrire une chanson, et qu'on a ce réflexe de revenir toujours vers ces mêmes thèmes, vers ces mêmes codes, vers ces mêmes symboles. On doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? En fait, est-ce que c'est intéressant, novateur, joli, parce que quand même la base de la création, ça compte, l'esthétique. Et voilà, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau ou de percutant, d'efficace? Quelle est selon vous la frontière entre le cliché et le symbole? Alors,
le cliché, c'est déjà tout de suite un petit peu plus péjoratif, hein. En général négatif. Hein, souvent, quand même, c'est basé sur des choses négatives, alors que le symbole, non, c'est quelque chose de plutôt beau ou positif, qui nourrit davantage la culture, avec des choses en général belles ou. Avec... Mais là où ça se rejoint parfois, c'est quand quand un symbole devient tellement récurrent, devient tellement présent, qu'il finit par faire partie du cliché, quoi. Voilà. C'est le piège, évidemment. Alors, vous avez écrit ce guide que je conseille, mais alors vraiment à tout le monde, à l'attention des touristes et des insulaires dotés de second degré. Alors c'est bien parce qu'il y a quand même une... C'est précisé. Voilà, il y a un critère quand même à avoir. Vous proposez 20 activités pour profiter pleinement de la Corse. Alors on retrouve le feu d'Olmeto, la personnalisation du panneau de signalisation. Avec les impacts. Voilà. Avec les impacts. Il faut faire plein de choses, il y a du bricolage dedans. Il y a du bricolage, on relie les points pour découvrir des figures. Des gens qu'on ne reconnaît pas du tout avant. Hein. Exactement. Voilà, c'est franchement très drôle et très vrai. Alors, oui, je pense qu'il faut avoir du second degré parce qu'il y a des personnes qui ont plus mal le prendre. Je pense que c'est pas les insulaires qui manquent de second degré vis-à-vis de ce genre de choses. Justement, je pense que c'est un humour qu'on trouve beaucoup quand même ici, c'est-à-dire que c'est basé sur la magagne, voilà. Donc on sait rire de ces choses-là, mais bizarrement, quand on a eu des retours un peu de gens un peu offusqués, c'était pas des Corses. C'est vrai. Et comment est né ce livre ? Comme ça, une discussion comme on peut avoir. Comme une espèce de blague. Dans les embouteillages, au feu rouge d'Olmeto. Voilà, exactement. Exactement. C'est-à-dire que la démarche, en fait, d'exploiter des symboles sous-représentés en Corse, mais que tout le monde comprend, comme typiquement ce fameux feu rouge d'Olmeto, c'est venu plus tard. À la base, c'était une volonté de faire quelque chose d'un petit peu ludique, d'un petit peu décalé. Un petit peu rétro aussi, dans la forme, etc. Oui, le design, c'est voulu, voilà, l'aspect comme petit guide rétro. Sur la Corse, en fait, tout simplement. Et les premières idées, c'était des idées ultra clichés. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est mis à réfléchir à cette question-là. Pourquoi c'est ça qui nous vient en premier ? Et est-ce que c'est pas une erreur, finalement ? Et donc on a commencé à en rire, voilà, et on s'est dit on pourrait faire ça comme ça, et c'est comme ça que sont nés les jeux décalés et rigolos, quoi. Est-ce que vous vous êtes interdit des choses ? Mais plein. Ouais, on a essayé. On s'est dit, La base déjà, c'était pour la couverture. Où on a eu des conversations. Vous remarquerez que sur la couverture, il n'y a pas la tête de mort. C'est vrai. Il n'y a pas Napoléon. Il n'y a pas la forme de la Corse, effectivement. Ça a été une contrainte qu'on s'est imposée. Et qui nous a été reproché. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a littéralement des gens qui ont utilisé le mot, qui nous ont dit vous auriez dû faire plus racoleur comme couverture. Charmant. C'est charmant. Et puis je veux dire, c'est ultra symptomatique. Bon, sur le plan commercial, c'était peut-être pas un tort. Ils avaient raison. Mais parfois. Mais nous on a la tête dure. Voilà, parfois il faut avoir la tête dure. On a voulu justement pas de concession. Voilà. Pas de clichés, en tout cas en couverture. On essaye des fois d'être sans concession, mais on s'est bien amusé, on a fait quelque chose qui nous plaît, on continue à en rire même quand on le feuillette nous, on en rit, on arrive. Bon, c'est pas bien de rire à ses propres. C'est un peu pathétique. C'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. Mais voilà, concrètement, c'est vrai que la contrainte principale, c'était si on doit utiliser des clichés sur la Corse, il faut que ce soit à bon escient. Voilà, et qu'on ait quelque chose à dire dessus. Il nous reste 1 minute, je vous propose, parce que vous êtes quand même un peu bavards, tous les deux, de relever le défi de répondre à mon interview en 1 minute. L'interview, évidemment, cliché. Votre cliché préféré de la Corse ? Alors on s'est mis d'accord. Allez, c'est bizarre, c'est le côté un petit peu violent. Ouais. Voilà. Je trouve que parfois au quotidien, être perçu comme un peu effrayant, un petit peu dangereux, ça met une distance. C'est confortable. C'est confortable, voilà. En revanche, on peut en jouer un peu. Voilà. Et le cliché que vous ne supportez plus. Le cliché dont il faut se débarrasser absolument, c'est l'idée que les Corses sont soi-disant racistes. Voilà. Ça, c'est ce qui nous rend dingue. C'est le cliché qui me S'il y a une actualité dans la presse nationale sur la Corse, vous pouvez être sûr que les commentaires sur les réseaux sociaux, etc., vont nous traiter de tout, et notamment de racistes. Et c'est quelque chose d'extrêmement blessant et faux, à mon avis. Donc c'est pour moi, c'est ce cliché-là auquel il faut tordre le cou le plus vite possible. Alors, verdict, Didier, ça vous a plu ? Énormément, surtout que j'étais sur mon petit canapé pour regarder l'émission. On était ensemble. Alors, ce sera fini pour aujourd'hui. Bien sûr, ça continue sur Internet. Et à bientôt. Hein. Bisous. Bisous. Yes, we can. E viva il popolo corso!